Comment sortir de l'impasse, comment éviter l'effondrement? On ne met pas tous les mêmes mots, mais je pense qu'on est des millions à se réveiller la nuit et à comprendre que ça peut très mal finir. Que le Covid, évidemment, est quelque chose de dramatique. Partout, sur tous les continents, le virus fait des dégâts. Donc la priorité, c'est de sauver des vies, c'est d'éviter une flambée du chômage, c'est de donner les moyens aux hôpitaux et à la vaccination. Mais ce serait gravissime si on n'avait aucun débat sur l'ensemble de la société. Au printemps dernier, il y avait un grand débat sur le monde d'après. Est-ce que le monde d'après allait être plus convivial, plus équilibré, plus fraternel, plus humain, plus écologique? Et on a l'impression, au moment où on se parle, début 2021, que ce débat est fini, que les chefs d'État et beaucoup de gens sont épuisés par cette troisième vague et par la fatigue du confinement, et qu'il y a un énorme risque qu'il n'y ait pas de débat sur le monde d'après, et que le monde d'après soit juste le même monde qu'avant, en pire, avec des entreprises surendettées qui devront encore presser le citron des salariés et tant pis pour la planète aussi, avec des États surendettés qui expliqueront qu'il faut faire des économies sur les services publics. Donc si on ne pousse pas comme citoyen, il y a vraiment le risque que l'accumulation des crises, la crise sociale, la crise climatique, la crise démocratique nous amène au chaos, et pas dans 50 ans. Quand on regarde les travaux des climatologues, quand on a conscience des déséquilibres financiers, des déséquilibres sociaux, c'est dans les 5, 10, 15 ans qu'on peut connaître le chaos. Donc c'est maintenant qu'il faut agir. Rien ne serait pire que de finir la crise du Covid sans avoir une réflexion et sans pousser pour faire naître un nouveau modèle de développement. Certains se rassurent en disant qu'avec la crise économique liée à ce virus, les émissions de CO2 ont tellement baissé qu'on peut oublier la question du climat et la remettre à plus tard. C'est une erreur. Évidemment, les émissions de CO2 liées directement à nos voitures, à nos camions, à nos usines ont baissé en 2020, ça c'est vrai, mais il y a eu tellement de feux de forêt en 2020 que malgré ça, les émissions de CO2 globalement, c'est une des pires années. C'est depuis le début des années 60 qu'on mesure l'évolution du CO2 dans l'atmosphère. À Mauna Loa, à 3000 mètres d'altitude, il y a un observatoire qui a été mis en place par les scientifiques américains en 1958. Ça veut dire que déjà en 1958, en fait, les scientifiques savaient qu'il y avait un problème. Ça montre aussi tous les dégâts que les lobbies ont fait pour bloquer la réflexion et l'action depuis 1958. Mais donc depuis 1958, on a des chiffres très très précis sur le CO2 dans l'atmosphère. Dans les années 60 et 70, ça a augmenté de 0,8 unités chaque année. Le CO2 dans l'atmosphère a augmenté de 0,8 unités. Depuis 10 ans, il a augmenté de plus 2,4. Donc les climatologues s'arrachaient les cheveux en disant « mais alors ce qu'on dit, ça ne sert à rien ». Malgré toutes les conférences sur le climat, malgré tout le travail des climatologues, l'évolution du CO2 était 3 fois plus rapide depuis 10 ans que dans les années 60 et 70. Et en 2020, ça va être une année où le CO2 a augmenté de 2,7 ou 2,8, encore pire que la moyenne des 10 dernières années, parce que les feux de forêt en Australie, 440 morts dans les feux de forêt en Australie, on n'en a pas beaucoup parlé. Des feux de forêt en Sibérie, quand j'étais petit, moi il faisait froid en Sibérie. Et là, on a eu des températures énormes et des feux de forêt, des feux de forêt en Californie. Donc, certains voudraient se rassurer en disant, avec la crise économique, il y a quand même un problème qui est réglé ou qu'on peut un peu mettre au frigo ou oublier, c'est la question du CO2 et du climat. En fait, non. Le monstre est en train d'échapper à ses créateurs. Le dérèglement climatique a pris son envol et même si l'activité économique baisse à cause du virus pendant quelques mois et que le CO2 directement lié à l'activité baisse pendant quelques mois, les feux de forêt vont plus que compenser. Donc l'urgence climatique, elle reste sur la table. On a mis 100 milliards, l'Europe a mis 100 milliards pour aider tous les pays membres à éviter les licenciements. C'est très bien, on a été capable de casser des tabous, mais est-ce qu'on continue à penser que la croissance va revenir et va régler tous les problèmes? J'en ai un peu honte, mais ça fait 30 ans que je montre cette courbe. C'est l'évolution de la croissance en France depuis 1950. Vous voyez, quand même décennie après décennie, il faut quand même être très optimiste ou être complètement aveugle, ou bien se foutre des chômeurs, se moquer des chômeurs et des précaires pour continuer à dire « vous inquiétez pas, quelques mois de patience et la croissance revient ». Le collectif Roosevelt a fait une vidéo assez amusante où on voit depuis 1975, Raymond Barre qui dit « ça y est, la crise est finie, la croissance revient ». Puis Pierre Mauroy qui dit « la bonne nouvelle, c'est que la croissance revient ». Puis Sarkozy qui dit que la croissance revient. Voilà, tous, ils nous disent que la croissance revient, mais juste voilà l'évolution. Et c'est un cercle vicieux.
plus on attend le retour de la croissance, et plus il y a de boulots précaires, et plus il y a de chômeurs, évidemment la croissance ne peut pas revenir. Même en oubliant une minute, ça ne veut rien dire, en oubliant la question du climat et de la biodiversité, en oubliant ce qui ne veut rien dire, la question de la dignité humaine, même du point de vue bêtement économique, ce système nous amène à la catastrophe. Cette courbe, j'aime bien montrer les courbes pour montrer que ce n'est pas moi, Pierrot, mon avis. Ça, c'est une courbe qui vient de la Réserve fédérale aux États-Unis. C'est la dette totale, privée et publique, depuis 1950. Et on voit que pendant 30 ans, jusqu'à l'arrivée de Ronald Reagan, jusqu'à l'arrivée des libéraux au pouvoir en 1980, pendant 30 ans, il n'y avait pas besoin de dette, ni privée ni publique, parce qu'il y avait un système social qui était à peu près équilibré. Il y avait un partage équitable entre l'argent qui va aux actionnaires et l'argent qui va aux salariés. Tous ceux qui avaient connu la crise de 1929 et la barbarie pensaient qu'il fallait des règles sociales pour protéger la dignité humaine et pour avoir un partage équilibré de la richesse. C'était, par exemple, moi je l'ai découvert récemment, c'est la première chose que fait Roosevelt en 1944. Les militaires, il espère que les militaires vont gagner la bataille contre les nazis en Europe. Et avant de prendre 3 semaines à Bretton Woods pour reconstruire 3 semaines, pas 3 heures entre un petit colloque où nos chefs d'État prennent 3 ou 4 heures entre 2 avions, 3 semaines à Bretton Woods pour reconstruire le système monétaire. Mais la première chose que fait Roosevelt avant, c'est Philadelphie. Vous les voyez, il n'y a qu'une femme, mais elle a eu un rôle fondamental. Le texte est magnifique, c'est « Le travail humain n'est pas une marchandise ». C'est pas comme quand vous achetez des fraises à la fin du marché, qu'il y a trop de fraises, donc on peut brader. Le travail humain, vu la dignité de chacun et chacune et vu le rôle du salaire dans l'économie, on ne peut pas brader le travail. La pauvreté, le texte qu'ils sont en train de signer, dit que la pauvreté, où qu'elle existe, est un danger pour la prospérité de tous. Il n'y aura pas de paix durable sans justice sociale. Donc tous ceux qui avaient connu la crise de 29 et qui avaient vu la barbarie, et tous ceux qui croyaient à la dignité humaine, disaient, bien sûr, il faut de la concurrence entre entreprises, mais la concurrence, elle doit s'appliquer dans un champ de justice sociale. Dans chaque pays et dans le commerce mondial, en France, c'était le CNR, c'était tous ceux qui étaient battus contre les nazis, les communistes et les gaullistes, ceux qui croient au ciel et ceux qui n'y croient pas, Stéphane Hessel, le Conseil national de la résistance, assez génial pour proposer un programme pour les jours heureux et qui dit voilà, on ne peut pas laisser les banques aux mains des intérêts privés, il faut que les salariés soient représentés, il faut une négociation sur le partage de la richesse. Tous ceux qui avaient connu la crise de 29 et la barbarie qu'elle était sortie comprenaient qu'on ne pouvait pas faire confiance à la main invisible du marché et qu'il fallait réguler dans chaque pays et dans le commerce mondial des règles sociales. Et ça donnait 30 années, 35 années de prospérité sans aucune crise. Et puis Ronald Reagan arrive, les libéraux, Margaret Thatcher en Europe, et ce qui est dramatique, c'est que la gauche s'est laissée contaminer. Et on voit que du point de vue économique, il faut toujours plus de dettes, toujours plus de dettes. Pourquoi ? Parce que dans tous les pays, on a dérégulé le marché du travail, on a accepté une précarité terrible, et que dans tous les pays, ce qui va au salaire diminue. Donc, alors on nous dit parfois que la France n'est pas assez compétitive parce qu'il y a des pays où la part des salaires a encore plus baissé, mais la courbe en rouge, c'est pour les 15 principaux pays de l'OCDE, les 15 plus, voilà, on voit que ce qui allait au salaire et aux cotisations de sécurité sociale, c'était à peu près 67% du PIB il y a 40 ans, 67%, et l'économie tournait. Et puis, la peur du chômage est dans toutes les têtes. On dit aux gens, si tu n'es pas content, tu peux aller voir ailleurs. Donc les gens n'osent même plus souvent demander d'augmentation. De moins en moins de salariés sont syndiqués. Chacun essaie de protéger son emploi. Je caricature à peine, parce que voilà. Et globalement, c'était si tu n'es pas content, tu vas voir ailleurs. Si tu n'es pas content, tu vas voir ailleurs. Ce qui va aux salariés et aux caisses de sécu et aux caisses de retraite, aux caisses de pension, diminue. Et ce qu'on ne donne pas par le salaire, on le donne par la dette. On dit aux gens, tu n'as pas eu d'augmentation, mais tu peux quand même t'acheter une voiture parce qu'on a envie que tu t'achètes une belle voiture. Et donc, ce qu'on ne t'a pas donné par le salaire, on va te le prêter. Et donc, pour compenser la part des salaires qui diminue, on augmente la dette privée. Et comme on baisse aussi les impôts sur les plus riches, on va faire de la dette publique. Donc, on voit bien que même du point de vue bêtement économique, ce système est condamné. Avant la crise, avant le virus, en décembre 2019, déjà, j'étais en Allemagne, je me souviens, le patron de la Bundesbank disait l'Allemagne est en train de retomber en récession et la plupart des gens pensaient que Trump aurait du mal à éviter une récession, même sans le virus, avant les élections. En 2019, mais Donald Trump était tout content parce qu'il avait eu 2,4% de croissance, 2,4% de croissance aux États-Unis, mais la dette totale privée et publique avait augmenté de plus de 12% du PIB. Voilà. Donc c'est comme si votre voiture avait besoin de 1 litre d'huile tous les 200 mètres. L'optimiste va dire oui, mais elle roule encore. Mais le gars normal, ou le gars ou la fille normale va dire voyons, s'il y a besoin d'1 litre d'huile tous les 200 mètres, c'est qu'il y a une fuite. Voilà. Et il y a une fuite. La fuite, c'est le niveau des inégalités qui est monstrueux. Toujours plus d'argent pour les 1% les plus riches et toujours moins d'argent pour monsieur, madame, tout le monde. Donc même du point de vue bêtement économique, ce système va dans le mur. Donc
il ne faudrait pas que la crise du Covid soit l'arbre, un arbre immense. Hein, on a eu des dizaines, des centaines de milliers de morts. Donc il ne faudrait pas que la crise du Covid, je croise les doigts, j'espère qu'avec la vaccination, qu'avec les gestes barrières, on va réussir à calmer le jeu. Mais il ne faudrait pas qu'après ça, on se dise « ouf, c'est bon, le Covid, c'est fini, on peut recommencer comme avant ». On était dans un système qui, de toute façon, niait la dignité. Des millions de gens n'avaient pas une vie correcte. Des millions d'hommes et de femmes en Europe et encore plus dans les pays du Sud n'avaient pas une vie correcte. Donc déjà, ce système niait la dignité de beaucoup de gens. Ce système, du point de vue économique, n'était pas tenable. Et ce système nous foutait en l'air du point de vue de la planète, des cercles vicieux dont j'ai parlé, le dérèglement climatique. Il n'y a plus que quelques années pour agir. Donc une fois qu'on a dit ça, chacun de nous se sent un peu tout seul dans son coin et c'est pour ça qu'il faut qu'on arrive à se mettre d'accord sur quelles sont les solutions. Encore une fois, en disant bien que non, on ne peut plus compter sur la croissance. On doit s'interdire de dire la croissance va revenir en quelques mois, quelques rustines. Non, la croissance n'est plus la solution. Déjà, il y a 40 ans, Jacques Delors disait cet indicateur de croissance ne veut rien dire. Et maintenant, le PIB non seulement n'est plus la solution, mais il est une partie du problème. Parce que plus de PIB, si on veut une croissance, et malgré tout, en Chine ou aux États-Unis, on veut quand même toujours un peu plus de croissance, si on croit que c'est la seule solution, c'est au détriment de la nappe phréatique, c'est au détriment de la terre arable, c'est au détriment de l'équilibre économique et de la planète. Donc, comment retrouver un modèle de prospérité sans croissance? Il y a 2 ou 3 grands leviers sur lesquels il faut agir. Premièrement, agir pour le climat. Je ne peux pas l'offrir à tout le monde, mais j'ai 0 centime de droit d'auteur. Avec Jean Jouzel, qui est un des plus grands climatologues européens, avec Anne Hessel, on montre qu'on peut gagner la bataille du climat, qu'il n'est pas trop tard. Et que pour gagner la bataille du climat, ça peut être une bonne nouvelle, parce qu'il faut isoler toutes les maisons, faire des transports en commun, investir dans la recherche, dans un autre modèle d'agriculture, et que tout ça peut être une bonne nouvelle parce qu'on va créer des emplois, parce qu'on va vivre mieux, on va respirer un air moins pollué, on aura une alimentation plus saine. Donc la question est de savoir comment on finance. Vous vous souvenez, Nicolas Hulot avait démissionné en disant « j'aurais voulu 7 milliards pour isoler les maisons, j'aurais voulu de l'argent pour un plan hydrogène, pour les transports en commun ». Et Bruno Le Maire m'a dit qu'il n'y a pas d'argent. Et ce qu'on montre dans ce livre, c'est qu'il y a de l'argent. Il n'y a jamais eu autant d'argent. Je ne veux pas être trop long, mais par exemple, l'argent de la Banque Centrale Européenne. La Banque Centrale Européenne, avant même le Covid, avant même la crise qu'on voit là, avait mis 2600 milliards sur la table. 2600 milliards d'euros en 3 ans. En gros, seulement 11% de ces sommes colossales est allé dans l'économie réelle et que l'essentiel, presque 90%, est parti sur les marchés financiers et les marchés financiers sont à un niveau jamais vu. Donc est-ce qu'on continue à donner toujours plus d'argent aux banques sans aucun contrôle? Et encore, le 18 juin 2020, la Banque centrale a fait des choses très bien pendant la crise du Covid. Il y a eu des choses très bien pour éviter l'effondrement de l'économie, prêter de l'argent à taux zéro aux États membres, aux PME. Donc il y a des choses très bien dans ce qu'a fait la BCE. Mais je n'ai pas compris par contre pourquoi le 18 juin 2020, la Banque centrale a mis plus de 1300 milliards sur la table en une journée. 1300 milliards à taux négatif aux banques sans aucun contrôle. Donc nous, ce qu'on dit, avec plein d'associations, plein de gens dans plein de pays, on dit la prochaine fois que la Banque centrale va de nouveau mettre 500 milliards sur la table, au lieu de les donner aux banques en disant « soyez gentils, faites du bon travail », on sait que ça ne marche pas comme ça, que cet argent aille dans une banque du climat et qu'il aille pour isoler les maisons, pour faire des transports en commun dans tous nos pays et en Europe et en Afrique. Deuxième solution, il faut des aides. En France, la Convention citoyenne voulait rendre obligatoires les travaux d'isolation et c'est quelque chose de très important puisqu'une des principales sources de CO2, c'est tous nos bâtiments, nos maisons, nos écoles, nos théâtres qui sont très mal isolés. Et donc la Convention citoyenne disait, les 150 citoyens qui avaient beaucoup réfléchi sur cette question, disaient qu'il faudrait le rendre obligatoire. Dire dans 20 ans, toutes les maisons doivent être isolées, tous les théâtres, toutes les écoles, toutes les maisons de retraite. Et Emmanuel Macron n'a pas voulu, c'est vraiment dommage, en particulier parce qu'il se dit qu'il ne sait pas comment le financer. Et que si on rend obligatoire l'isolation des maisons et qu'il n'y a aucune aide financière pour les familles, ça va gueuler. On aura des gilets jaunes et ça peut se comprendre. Une vraie isolation, c'est 20 000 euros ou 25 000 euros. On ne va pas demander à chaque famille de sortir 20 000. Donc nous, on se bat. J'ai fait une grève de la faim, vous avez peut-être vu. On m'a dit que c'est la première fois que le rapporteur général du budget faisait une grève de la faim pendant 18 jours. Ben, je veux qu'il y ait de l'argent pour que chaque famille, chaque village, s'il faut isoler les maisons de retraite et les écoles, qu'il y ait des aides. Donc il faut de quoi subventionner les personnes, les familles, les petites entreprises, les agriculteurs. Si on demande à un agriculteur de faire du biogaz au lieu d'abîmer la nappe phréatique, une installation de biogaz, c'est des centaines de milliers d'euros, alors que la plupart des paysans n'arrivent même pas à se payer le SMIC. 68% des députés européens, toutes tendances confondues, ont voté pour dire oui, on peut taxer la spéculation. Il n'y a que le Front National et l'extrême droite qui ont voté contre, mais sinon tout le monde dit que oui, tous quand on fait des courses, même les gens qui vivent dans la rue, quand ils vont manger, quand ils vont acheter du pain ou une boîte de raviolis pour manger, ils payent de la TVA. Dans tous nos pays, même les plus pauvres, payent au moins 5,5% de TVA. Pourquoi est-ce que c'est 0,0 la taxe sur les marchés financiers ?
Je suis Marie Vengineken Desmet, médecin, et je suis en grève de la faim suite à l'action de Pierre Laroutourou qui a mis l'alerte sur le fait qu'il fallait absolument qu'on ait une taxe sur la spéculation pour arriver à avoir de l'argent pour le budget climat, pour les hôpitaux aussi, la santé, l'emploi. Ce budget est calculé tous les 7 ans, donc il a lieu en ce moment. Maintenant, on est plus de 130 en grève de la faim. J'ai relayé l'action sur Extinction Rebellion Belgique. Donc là maintenant, on est à notre 3e méditation en connexion avec 29 villes en France et en Belgique et le mouvement est en train de grossir. Le GIEC nous a prévenus depuis longtemps, le président de l'ONU, on a fait des marches pour le climat, on a Alternativa, on a la COP21, on a tout un tas d'énormes structures en marche depuis plusieurs années et rien n'avance. Donc là maintenant, il est encore temps, mais il faut vraiment que ça doit bouger maintenant. Je m'appelle Chanty Greg, je fais partie du mouvement Extinction Rebellion depuis octobre 2019. Alors la taxe sur les transactions financières n'est pas passée, 0,1%, c'était rien du tout. On aurait bien voulu 1%, 2%, 10%, voire plus. Mais bon, le combat ne fait que commencer, que messieurs et mesdames les dirigeants, ouvrez votre cœur à la compassion et ayez du discernement pour prendre des décisions courageuses, dignes d'un véritable gouvernement européen. Il faut aussi une taxe sur les milliardaires. Quand on écoute Thomas Piketty ou Gabriel Zucman, on voit le nombre de milliardaires a triplé en 10 ans. Le nombre de milliardaires a triplé en 10 ans. Donc oui, on peut demander un petit effort aux milliardaires. Donc il n'y a pas de baguette magique, mais il faut continuer à se battre au niveau français pour lutter contre l'évasion fiscale, pour une autre fiscalité au niveau français. Il y a plein de choses qu'on peut faire au niveau français. Et puis il y a des choses qu'on peut faire au niveau européen. C'est par exemple taxer le carbone aux frontières, c'est taxer la spéculation, c'est lutter contre la concurrence fiscale. Donc ça, c'est un premier levier pour gagner la bataille du climat. Et en même temps, on peut créer des emplois, 900 000 emplois, rien qu'en France. Je reviens en France. Les moyens d'isoler les maisons, de faire des transports en commun, on peut créer 900 000 emplois. Et puis l'autre sujet dont il faudra reparler, c'est aussi la question du temps de travail. C'est un sujet tabou, mais c'était en 93, en 93, comme on dit ici à Bruxelles, qu'on a lancé le débat sur la semaine de 4 jours. Beaucoup de gens disent que c'est moi qui ai lancé le débat, c'est faux. C'est Antoine Riboud, le patron de Danone, un des plus grands groupes industriels, qui en 93 a dit « il faut passer à 4 jours ». Antoine Riboud a dit ça permettra et ça obligera toutes les entreprises à créer des emplois, avec l'idée qu'il y a 2 contraintes à respecter, ne pas baisser les salaires. J'ai montré comment tous les salariés ont fait des efforts depuis 40 ans, donc on ne va pas leur demander de baisser les salaires et ne pas augmenter le coût du travail. Par Maminova, vous connaissez peut-être les yaourts Maminova, ils sont passés à 4 jours, mais le client n'a pas vu la différence. Donc l'idée, c'est que si l'entreprise passe à 4 jours et qu'elle embauche au moins 10% de contrats nouveaux, des CDI, des vrais contrats, elle arrête de payer les cotisations chômage. Et du coup, c'est possible sans baisser les salaires et sans augmenter le coût. Et s'il y a 120 personnes qui sont embauchées, évidemment, les caisses de chômage vont faire des économies et ça fait 120 personnes qui retrouvent une vie plus normale, qui vont payer de la TVA et qui vont cotiser pour les caisses de maladie et les caisses de retraite. Donc oui, au lieu d'attendre le retour miraculeux de la croissance, comme il y en a qui attendent Godot et puis ils sont morts avant que Godot arrive, on peut agir pour un nouveau modèle de prospérité, un nouvel équilibre, en créant des emplois, en agissant pour le climat et la biodiversité, en relançant la négociation sur la semaine de 4 jours. Aux États-Unis, c'est Robert Reich, l'ancien ministre de Bill Clinton, qui dit que la grande question qu'il faut remettre sur la table, vu les gains de productivité, les robots, les ordinateurs, on a besoin de moins de travail alors qu'on est plus nombreux et plus qualifiés. Donc, ou bien il y a un partage stupide du travail avec des millions de chômeurs qui souffrent et d'autres parfois qui sont en burn-out, ou bien on est capable de construire un partage plus équilibré qui amènera un partage plus équilibré de la richesse. Si on est d'accord pour dire que c'est la peur du chômage qui a déséquilibré la négociation et qui fait que dans tous les pays, les salaires sont trop faibles, et bien si on est capable de créer 900 000 emplois en France avec le climat et 1,6 million, je ne l'ai pas dit, mais à partir des 400 entreprises qui sont déjà passées à 4 jours, une étude estime qu'on peut créer 1 600 000 emplois en France avec les 4 jours. Ça fait déjà 2 500 000 emplois. 2 500 000 emplois. Je pense qu'il faudrait recréer des postes à l'hôpital, dans la recherche, aussi dans la police, dans la justice, et puis de recréer 5 000 ou 6 000 postes de ceux et celles qui luttent contre l'évasion fiscale. C'est des postes très rentables et ça permettrait de financer d'autres créations d'emplois. Voilà, donc il n'y a pas de baguette magique, mais il n'y a pas de fatalité. Et ce qui est une évidence, c'est qu'il faut que les citoyens s'en mêlent. Vous voyez derrière moi, je ne sais pas si vous voyez, c'est la chute du mur de Berlin, c'est Václav Havel qui dit « Chacun de nous peut changer le monde ». Évidemment, chacun de nous tout seul se sent complètement dépourvu. Mais ensemble, on peut faire des choses immenses.
Et Stéphane Hessel disait il faut lutter contre le découragement. Rappelez que dans l'histoire humaine, il y a eu des moments où ça sentait mauvais, on pensait qu'on allait vers le pire et que des hommes et des femmes se sont remis debout et ont fait bouger les choses. On a connu l'apartheid en Afrique du Sud, c'était un système horrible, et puis on a vu la fin de l'apartheid. On a connu le mur de Berlin et puis la fin du mur de Berlin. Mais ce n'est pas les grands chefs, ce n'est pas Helmut Kohl et Gorbatchev, les dirigeants de l'époque, qui ont fait tomber le mur. Ce sont des citoyens, comme vous et moi, des gens qui en avaient marre. Il y a un très beau texte de Václav Havel. Václav Havel, il faisait du théâtre, de la poésie, il n'avait jamais fait de politique. Et puis un jour, où Václav Havel se dit qu'en conscience, il ne peut pas rester comme ça. Qu'il se réveille la nuit, que ce système devient vraiment inhumain. Et il en parle au début, ils sont juste 3 copains, se dire il faut que ça bouge, puis ils sont 30, ils sont 3000. Et en quelques mois, ils ont fait tomber le mur de Berlin. Et cette phrase est magnifique de Václav Havel. C'est juste après la chute du mur, Václav Havel dit « Le peuple s'est réveillé avec une rapidité bouleversante. Il veillait, il attendait le moment propice. Tous ceux qui ne mentaient pas dans leur vie quotidienne, tous ceux qui ne mentaient pas ont apporté leur contribution. » Václav Havel dit « Chacun de nous peut changer le monde, chacun et chacune de nous, même s'il croit qu'il n'a pas la moindre importance, chacun de nous peut changer le monde. » Et c'est vrai qu'en 89, c'est des gens sans importance, des gens normaux qui ont fait tomber le mur. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut que des gens normaux se disent ce système est insupportable. Il ne s'agit pas de taper physiquement sur les politiques, mais dire que ce n'est pas possible de continuer à mettre des rustines en attendant l'effondrement. Donc j'espère, ce qui me rend optimiste, c'est de voir, là avec le virus il n'y en a pas, mais à Bruxelles ou à Paris, tous les jeunes qui étaient dans la rue, qui nous ont obligés, Greta Thunberg, il y en a qui se sont moqués de Greta Thunberg, et moi je n'avais pas autant de maturité politique quand j'avais 18 ans, donc je félicite Greta, Adélaïde, Hanouna et les autres. Les jeunes et les moins jeunes qui se disent je ne peux pas me résigner et il faut qu'on pousse les politiques, il faut qu'on les oblige à changer radicalement. My friends, I want to talk for a few minutes with the people of the United States about banking, but more particularly with the overwhelming majority of you who use banks for the making of deposits and the drawing of checks. Quand Roosevelt arrive, il fait passer 15 réformes en 3 mois et les lobbies sont furieux. Il fait la séparation des banques, il fait un impôt fédéral sur les bénéfices parce que il y avait un énorme dumping. Le Texas baissait son impôt, puis la Floride baissait son impôt, puis l'Arkansas baissait son impôt et les entreprises faisaient du tourisme fiscal. Or, Roosevelt, il veut créer des millions d'emplois pour aider les gens à vivre dignement. Il a besoin d'un budget. Et donc, en quelques mois, il crée un impôt fédéral sur les bénéfices. Donc, que vous soyez au Texas ou en Floride, vous paierez 38% d'impôt sur... Voilà. Et les actionnaires sont furieux et gueulent en disant que Roosevelt est un communiste qui va tuer l'Amérique. Mais Roosevelt tient bon, il sait que ce qu'il fait est juste et possible. On ne va pas tuer les actionnaires, on leur prend 38% des bénéfices. Et il a le peuple avec lui. Le peuple, quand on se dit, voilà, ce monsieur a l'air il ne nous ment pas, toutes les semaines, Roosevelt parlait aux citoyens. Mes amis, je vais vous expliquer comment marchent les banques. Et voilà la réforme que demain, je fais approuver par le Congrès. La semaine suivante, c'est mes amis, je vais vous expliquer pourquoi le revenu des paysans a tellement diminué. Et demain, je vais approuver par le Congrès une réforme des marchés agricoles. Mes amis, je vais demander au Congrès de faire la séparation des banques. Et donc tous les banquiers qui spéculaient comme des cochons et qui, quand ils faisaient des bénéfices, c'était pour eux, mais quand il y avait des pertes, ils demandaient au gouvernement de les aider. S'il y a la séparation des banques, ils ne peuvent plus avoir cette garantie, donc ils sont furieux. Mais Roosevelt l'a fait. Et non seulement il n'a pas tué l'Amérique, mais il a sauvé au moment où l'Europe allait vers la barbarie. C'est quand même les années dramatiques pour l'Europe, c'est l'horreur. Hein. Mais alors que la crise était plus grave aux États-Unis, Roosevelt a sauvé la cohésion sociale, il a sauvé la démocratie, il a été réélu tant qu'il était vivant. First of all, let me state the simple fact that when you deposit money in a bank, the bank does not put the money into a safe deposit vault. It invests your money in many different forms of credit. In bonds and commercial paper and mortgages and in many other kinds of loans. In other words, the bank puts your money to work to keep the wheels of industry and of agriculture turning round. Et en même temps, Roosevelt, c'est le livre qui est là, il demande à des cinéastes et à des romanciers d'aller voir des hommes et des femmes qui étaient par terre, qui se relèvent. Un paysan qui retrouve sa dignité. Donc lui, Roosevelt, prouve qu'on peut être honnête, qu'on peut résister au lobby, qu'on peut travailler pour le bien commun, même s'il n'a pas toujours raison, mais il dit « ma boussole, c'est la dignité de tous ». Et il va demander à des romanciers ou des cinéastes de montrer un paysan qui était complètement cassé, qui se relève et qui retrouve la joie de vivre. Et sa boussole, c'est la dignité. Alors évidemment, depuis le monde a changé. Je ne vais pas vous dire qu'aujourd'hui, Roosevelt, son but était que tout le monde ait un boulot pour acheter une voiture et pour consommer plus. Voilà. La question de la planète, en 1933, les études du GIEC étaient encore... Voilà, il y avait déjà des problèmes d'exploitation, il y avait déjà des problèmes de racisme énormes, il y avait des problèmes d'exploitation des pays du Sud, mais la question de la protection de la planète ne se posait pas. Donc il ne s'agit pas de refaire exactement comme Roosevelt. Le but, il faut que tout le monde ait un boulot, mais pas pour acheter une plus grosse voiture. Donc le monde a évidemment changé, mais les valeurs de Roosevelt parlaient à l'intelligence des gens.
de savoir qu'on ne peut pas gouverner tout seul contre les gens, avoir comme boussole l'intérêt, le bien commun et résister aux lobbies. Et il n'a pas tué les banquiers, mais il a mis les banquiers à leur place. Voilà. Donc les lobbies, ils ne sont puissants que si les dirigeants les écoutent et s'il n'y a pas un lobby citoyen très fort. Donc c'est mon but comme citoyen et pendant quelque temps comme député, c'est de montrer qu'il y a des solutions possibles, crédibles. C'est pas youpla boum, il n'y a aucune fatalité, il n'y a pas de baguette magique, mais et d'aider les citoyens à comprendre les enjeux, parce que tout le monde n'est pas économiste, chacun son problème, et montrer qu'il y a des solutions crédibles et pousser les citoyens à s'engager dans le débat public. On a fait un site, taxonslaspéculation.eu, où tout le monde peut nous aider pour mener ce combat. C'est ce qui m'énerve, c'est que moi, avant de faire de la politique, j'ai été pendant 11 ans chez Accenture, un grand cabinet de conseil. On passait notre temps à parler de disruption, de re-engineering. On disait toujours, le slogan, c'est pas en améliorant la bougie qu'on a inventé l'ampoule électrique. Il faut tout repenser. Une entreprise doit être capable de tout repenser en 4 ou 5 ans. Donc il y a plein de domaines où on était capable de disruption, de re-engineering, d'une réinvention complète. Et en matière politique, on met des rustines. L'autre jour, c'est un grand responsable américain qui a dit à un commissaire européen, mais vos règles de déficit de 3% de déficit, c'est en 1990 que vous avez mis cette règle. On est 30 ans plus tard. Est-ce que vos règles ne peuvent pas changer ? Donc il y a besoin de mettre de l'oxygène, de mettre de la nouveauté dans le débat public, joyeusement, fermement, sans violence, mais avec beaucoup de fermeté. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Prenons garde que le XXIe siècle ne devienne pas, pour les générations futures, celui d'un crime de l'humanité contre la vie.